Mais nous n'avons jamais fait confiance à l'imam Dicko. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai jamais été un grand partisan du MCRFP. Je me suis jamais caché de ça. J'ai eu des désaccords avec ma petite sœur Amina à cette époque. Tout à fait. Parce que tous ceux qui avaient symbolisé, Elle nous en voulait, tous ceux qui avaient symbolisé la corruption, les détournements, la mafia, des voyous étaient dans cette coalition. Tout à fait. Et ils avaient profité du fait que, comment je vais dire que, c'était aussi entre guillemets aussi des petits voleurs de révolution. C'est-à-dire que le peuple n'en voulait plus de IBK. La nature ayant horreur du vide, les hommes politiques maliens ayant totalement échoué, et Belleman Dicko est venu jouer, comment je vais dire que, la haute autorité politico-religieuse. C'est-à-dire que il s'est dit, venez à moi, je veux interférer auprès de Allah. Venez. C'est-à-dire que le monsieur avant-gardiste qui promet monts et merveilles, mais, avec le cynisme d'un homme politique. Monsieur Imam Dicko avait reçu mandat du pouvoir malien pour négocier avec les djihadistes. Et il va rencontrer un triste personnage qu'on appelle Iyad Ag-Ghali, patron de Ansar Dine. Le résultat a été quoi? Le résultat est que après sa tentative de médiation, ces groupes djihadistes ont été plus radicaux. Et se sont davantage attaqués aux intérêts de l'État du Mali. Nous avons des accords entre lui et le cas, d'ailleurs. Premier désaccord. Mais, sauf que quand lui, il occupe le Haut Conseil islamique du Mali, eh bien, beaucoup de budgets sont votés, beaucoup d'argent, ça génère un certain nombre d'intérêts. C'est une association assez importante qui consacre 90% de musulmans maliens. C'est même un poste politique. Et moi, j'avais posé la question. C'est un religieux ou c'est un homme politique? Question fondamentale qu'il faut poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est un religieux ou c'est un homme politique? La question Pour moi, c'est pas un religieux, président. C'est pas un imam. C'est un homme politique. J'avais posé la deuxième question. Est-ce que le Imam Dicko a rêvé un seul instant que M. Goïta le nomma Premier ministre? Moi, oui. La nomination de M. Choguel Maïga au sein la fixation d'un regroupement où lui, il estimait que c'était lui le patron, parce qu'il estimait que c'est lui la figure titulaire de la contestation. C'est lui le patron. Donc, s'il faille même discuter avec l'opposition et la constatation, avec la contestation, c'est lui l'imam Dicko. Or, dans cette contestation, il y avait aussi une tête forte qu'on appelait M. Choguel Maïga. Deux crocodiles dans un bateau, dont l'imam Dicko peut estimer qu'il a été doublé. Président, ça peut provoquer l'aigreur. Et cette histoire. Quand vont venir les affaires des assises nationales, où le président Goïta, aujourd'hui, le monsieur qu'on trouve au teint, il va demander à toute la classe malienne d'y participer. Absolument. Nous avons été surpris de la proposition de l'imam Dicko. L'imam Dicko a dit qu'il ne participe pas. Qui étaient ses complices? Des politiciens maliens inclus dans ce qu'on a appelé le cadre stratégique permanent, le SCP. Ils ont dit qu'ils ne viennent pas. Il y avait des politiciens maliens et de l'Azawad au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad. Subitement, il y a une entente tacite entre la coordination des mouvements de l'Azawad. Ils disent, on ne vient pas. Les 15 amis de M. Dicko, ils se rencontraient, ils discutaient. La plateforme des mouvements de l'indivisibilité. La plateforme des mouvements du 14 juin 2014, signataire des accords d'Alger. Bref, toute la classe corrompue que M. Dicko disait combattre et n'en voulait plus, qui était représentée par IBK et dont ils avaient lancé le slogan de IBK dehors. Cette classe corrompue s'est retrouvée dans ces différents mouvements et subitement ont trouvé un allié, l'imam Dicko. Mais nous on a posé la question ici. Et certains Maliens ont continué à croire, à nous dire que oui. Quand il y avait le départ de IBK, il y a eu le départ de IBK. Il y a eu un Malien qui est arrivé sur ce plateau de télévision et il avait parlé des avantages matériels dont avaient joué les enfants de l'imam Dicko et de la famille de l'imam Dicko quand il occupait le poste de haut conseil islamique du Mali.
M. Ibeka avait été très, très, très gentil envers l'imam Diko. Et ce Malien avait été copieusement insulté sur les plateaux d'Afrique média. S'il m'écoute, qu'il se manifeste. Je crois qu'il était à Paris. Il disait, cet imam Diko, sa fille, prenait l'exemple de la fille de l'imam Diko, des bandes de la famille de l'imam Diko. Donc s'il faille lancer des audits, peuvent être aussi concernés par une forme de comportement délictueux. À l'époque, tout le monde portait le Ibeka dégage. Il ne s'agit pas ici de défendre Ibeka. Tout à fait. Non, on avait dit Il ne ça. s'agit pas. Nous, on a tiré l'attention. On avait tiré l'attention. C'est ça qui revient là. Monsieur, monsieur. Donc, vous voyez donc que ce monsieur porte des intérêts curieux et bizarres. Il le dit dans quelle émission? Il fait ses déclarations où? Au 22e forum de Bamako. De Bamako, tout à fait. Qui sont les initiateurs du forum de Bamako? Allez, qui sont les fous? Qui sont les initiateurs du forum de Bamako? L'autorité d'attention. Est-ce qu'il faut chercher? Mais c'est la communauté internationale. Ah bon. C'est la communauté internationale, c'est la classe politique malienne chassée du pouvoir. Et donc aujourd'hui, le président Goïta ne veut plus, et le premier ministre Choguel ne veulent plus que les choses soient en. Et je vais aller plus loin. Président, l'Union européenne, l'ONU, la communauté internationale, la CEDEAO ont demandé à l'imam Diko de jouer les médiations. Bien sûr. C'est leur pion. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que avec l'aura, son statut de chef religieux, il peut encore mobiliser. Donc s'il faut contrecarrer M. Goïta, populaire, au sein de la population, ça peut être que un religieux de la trempe de M. Diko, donc croit-il, peut lui soulever des populations et remettre les Maliens au sein de la rue et incarner l'opposition et la contestation à M. Goïta. Il joue un rôle. Il est au service de la CEDEAO. Quand le président avait fait une démonstration ici et dire que la CEDEAO viole ses propres textes pour assister le Mali, monsieur Diko ne le savait pas. Il était très silencieux. Il n'a jamais rien dit. Vous êtes venu, je crois que vous êtes le seul panéliste à être venu ici avec les statuts de la CEDEAO, Si. avec les textes de la fondateur de la CEDEAO. Et on les a lus ici et expliqué comment la CEDEAO, le premier ministre Choguel Maïga a repris et expliqué que ça n'existe pas. Embargo n'existe pas dans les sanctions prévues par la CEDEAO, même en cas de prise de pouvoir par la force. Asphyxier un pays qui n'a pas de littoral, ça n'existe pas. L'Union européenne, la CEDEAO va violer ses propres textes, instrumentalisés par Paris. L'Union européenne va voler le droit maritime. Le droit maritime. L'ONU vont voler tout ça pour asphyxier le Mali. Et L'imam Diko, il était silencieux. L'imam Diko était silencieux. À cette époque, qui était orgueilleux? Monsieur Goïta subissait toute cette histoire. Quand le Mali va décider de rompre ses relations diplomatiques et sa coopération militaire avec la France et trouver un allié fort, pourquoi l'imam Diko n'a pas applaudi cet accord stratégico-militaire? Il s'agit de lutter contre les djihadismes. Et les victoires sont là. On a vu un partenaire se déployer sur le pays. Pourquoi l'imam Diko, lui, M. Goïta est arrogant, M. Goïta n'est pas gentil, c'est un dictateur, même acceptons. Mais après, il faut. J'aime les dictateurs, vous le savez. Je suis un soutien des dictateurs. Mais pourquoi l'imam Diko n'a pas apporté un soutien sur les actions claires, quand même, menées sur le terrain qui apportent beaucoup. À cette nouvelle orientation stratégico-militaire qui apporte des résultats. Tout à fait. Vraiment, nous, il n'y a pas de tabou ici. L'imam Diko, c'est un homme politique. Et un homme politique veut le pouvoir. L'imam Diko veut le pouvoir. Il veut le pouvoir. Il y a des religieux en Iran qui ont le pouvoir. Et pourquoi il n'y va donc pas à visage découvert? Pourquoi est-ce qu'il est obligé de masquer sa démarche? Vous répondez à la question. Parce qu'il y a beaucoup de lâcheté. Parce qu'il est au service d'intérêts occultes. Parce que les Maliens ne le suivront pas. La preuve est que vous avez l'imam shérif Ousmane Manadi Haïdara qui ne le suit pas. C'est lui, le nouveau président du Haut Conseil islamique du Mali. Il apporte pas un soutien à ça. Donc,
pour vous expliquer que c'est tout simplement un petit jeu d'intérêt. C'est le tralala de Paris. C'est le tralala de Paris. Et ce n'est pas la première fois que ce monsieur interfère sur le champ politique. Qui a été à la base du limogeage de Soumaïlou Boubei Maïga? C'est toujours l'imam Dicko. C'est-à-dire, comme le président le disait, il est devenu un ayatollah. Il veut décider quand il veut de qui part, de qui chasser du pouvoir, de quels intérêts défendre. C'est sa parole. C'est lui qui doit être la haute autorité suprême. Mais c'est une république. Le Mali est une république laïque. Cela a encore été consacré à haute voix lors des assises nationales du pays. Le caractère laïque, l'indivisibilité du pays. L'indivisibilité du pays. Le caractère, réaffirmer ça de façon forte. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est la façon de voir et la vision de l'imam Dicko? Il faut questionner ses relations avec la coordination des mouvements de la Zawad. Il faut questionner ça de façon claire, ses relations avec les djihadistes. Nous disons au très cher imam Dicko, qui ne pourra pas faire les deux. S'il veut être une haute autorité religieuse, c'est bien. Je ne suis pas musulman, mais je respecte l'islam. Je lis le Coran, je l'ai chez moi. Qu'il y reste haute autorité religieuse. S'il veut faire la politique, qu'il s'engage en politique. Qu'il prépare les élections. Qu'il s'engage en politique. Mais nous jouer, c'est-à-dire que ces faux semblants, ces donneurs de qualificatifs, vous êtes orgueilleux, vous êtes hautain. Il rajoute la communauté internationale. Mais pourquoi il parle de communauté internationale? Pourquoi il ne prononce pas M. Macron? Au Mali, il y a un ennemi, il y a une puissance claire qui s'affirme comme la puissance qui veut relativement détruire le Mali. C'est la France qui instrumentalise la CEDEAO. C'est la France qui a soutenu les djihadistes. C'est la France qui a violé l'espace territorial malien. C'est la France qui a violé les accords de coopération militaire. Pourquoi lui prononce pas Monsieur Marc? Pourquoi il parle la communauté? Pourquoi il veut jouer les Micmacs? T'as dit, nous aussi, nous sommes de petits durs. Dans l'analyse politique, il faudra que l'imam... Donc, quand M. Fanga explique que peut-être il faille arrêter l'imam Dicko, président, mais vraiment, un religieux n'est pas en dessous de la loi. Non, pas je ne dirais pas de l'arrêter, mais je dirais à partir du moment où un religieux trouble l'ordre public, est-ce qu'il ne peut pas être, lui, interpellé face à ses responsabilités? On ne peut pas faire face à la loi de ce monsieur. La preuve, il le dit, parce qu'il est conscient des propos qu'il tient. Il est conscient qu'il n'apporte aucun élément véritablement probant. Tu as dit, taxer les gens, oui. C'est un commentaire qu'il fait. Donc, vraiment, M. Mbelek, nous disons aux Maliens, effectivement, que cet imam Dicko, c'est un acteur politique qui a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, parce que monsieur veut le pouvoir, eh bien, qui a décidé de jouer et de rouler contre les intérêts. Il y a un fait que les gens n'ont pas suffisamment retenu. C'est qu'il y a eu un remaniement ministériel en France. Le Premier ministre a été viré. Monsieur Le Drian a été viré. La ministre de la Défense a été virée. Premier fait politique clair, c'est que Macron constate l'échec total de sa politique en Afrique. Premier fait politique clair. Et ce qui a surpris tout le monde, même des observateurs, a été le limogeage de M. Le Drian. Or, qui était relativement au cœur et gérait le dossier malien, c'est M. Le Drian. Parce qu'avant d'être chef de la diplomatie française, M. Le Drian avait été ministre de la Défense. Et il va la remplacer par qui? Une dame, une chiracienne. C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est que M. Macron va même lancer un accord de paix au Mali. Il dira même que je reconnais les autorités de la transition malienne. Il n'y a pas de problème. Asseyons-nous, on discute. C'est-à-dire, la stratégie à la Jacques Chirac. Vous savez, Jacques Chirac a été le président français que les Africains ont le plus aimé. On l'appelait Jacques Chirac l'Africain. Mais c'est sous la présidence de Jacques Chirac que la France bombarde pour la première fois la Côte d'Ivoire. Où le frère Blé sort avec ses amis
et dit ici, c'est pas possible. C'est Jacques Chirac qui fait bombarder la Côte d'Ivoire. Et il va le faire au président Gbagbo. C'est-à-dire que donner l'impression que, ah oui, vous avez gagné l'élection présidentielle et tout, et tout, et tout. Mais derrière, il va préparer en fait le coup d'État qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Donc, le président Sarkozy n'a hérité que d'une situation sur laquelle il va mettre le pied sur l'accélérateur. Il faut faire très attention. Donc, la France s'est rendue compte que les méthodes focardistes de Le Drian, ça ne passe plus. C'est plus possible. La force militaire, ça passe plus. Déjà, Madame Parly ne maîtrisait aucun dossier. C'est-à-dire que elle faisait même honte. Ministre de la Défense. Les commentateurs expliquaient qu'elle ne vaut rien. Donc, même les militaires, je crois, ont dû faire un lobbying et dire à M. Macron, sans ministre de la Défense. Ce sont ces militaires-là qui ont demandé la tête de Madame Parly. Qu'elle parte. Parce que la gestion de la crise malienne, si on peut appeler comme ça, du comportement de l'Afrique a été inacceptable. La France s'est humiliée, c'est-à-dire elle était devenue la risée de tout le monde. Donc, il faut faire attention à la reprise des dossiers par M. Macron et par cette nouvelle personne. C'est-à-dire que des Chiraciens, c'est quoi la stratégie de Jacques Chirac? C'est pas d'affronter les Africains, c'est de faire le dos rond, de comprendre, d'expliquer, mais d'infiltrer le cœur du pouvoir. Donc, ça revient à ce qu'on dit. C'est-à-dire que opposer au sein de l'organe de transition malienne, ceux qu'on va estimer qui sont méfiants ou bien dangereux pour M. Goïta. Prêter les intentions à M. Goïta et dire que M. Goïta, en fait, se méfie d'un certain nombre de responsables militaires au sein de la junte. Donc, diviser, comme le président Banda dit, diviser les colonels. Et quand vous voyez ce remaniement ministériel, ce coup d'État, cette sortie, de Mamadou Dicko, c'est un hasard pour vous? C'est un hasard pour vous? Donc, au-delà du fait qu'il est clairement établi que M. Dicko, dans ses déclarations, a la posture d'un homme politique. Mes jeunes frères maliens expliquent qu'il a soutenu tous les gouvernements pour les combattre. Mais M. Dicko veut arriver au pouvoir. D'accord. M. Dicko veut être chef de l'État malien. M. Dicko veut arriver au pouvoir. Il n'a pas dit non. De ce fameux mouvement CMAS, c'est-à-dire la coordination des mouvements, il a mis qui? Il a mis quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un qui lui a fait une allégeance totale. Il n'a pas voulu prendre de poste politique pour toujours garder cette possibilité de jouer le côté religieux, de s'auto-proclamer ayatollah, haute autorité morale. Mais c'est un homme politique qui est dans la bataille politique. Et il voit une transition d'échapper. Parce que M. Dicko, il aurait aimé faire tomber Ibeka, mais que ce soit lui qui gère la transition et par ce mouvement politique prenne le pouvoir. C'est-à-dire qu'il joue la transition, il joue les messieurs, bon, moi je suis neutre, je suis haute autorité morale, et il active ses réseaux pour que justement, pour mettre en orbite un acteur qui lui fait totalement allégeance au sein de la coordination des mouvements et d'amis sympathisants de M. Dicko, et qui après les élections prennent le pouvoir. Mais sauf que ça n'a pas marché comme il a voulu. Ça n'a pas marché comme il a voulu. Ça ne marche pas comme il veut. Ça n'en prend pas le chemin. Et de plus en plus, la transition malienne amène le Mali vers, j'ai envie de dire que, un processus irrévocable et surtout obtient des résultats sur le plan sécuritaire. Ça devient un problème parce que va vendre encore sur le plan politique M. Dicko? Il était une sorte de courroie, d'envoyé spécial, il gagnait beaucoup d'argent, sa proximité avec les pouvoirs, sa propre famille, il va profiter beaucoup de tous ces régimes, de toute cette corruption et tout. Or, si aujourd'hui on a une transition qui décide de revoir l'architecture institutionnelle, de faire arriver à terme des procédures judiciaires, il y a beaucoup d'enquêtes au Mali là, il y a beaucoup d'enquêtes. Qui a intérêt à ce que ces procédures judiciaires n'aboutissent pas? M. Dicko, lui, ne peut pas aussi vouloir que certaines procédures judiciaires n'aboutissent pas. Il y a beaucoup d'enquêtes au Mali. Nous sommes au courant d'un certain nombre de dossiers. Les patriotes maliens nous écrivent beaucoup, énormément. Souvent, quand nous parlons ici, nous parlons en parabole. On envoie même des signes à cette... Nous avons prévenu monsieur le président du Burkina Faso, c'était qui? Monsieur Roch-Marc Kaboré. À la limite, on a prévenu monsieur Roch-Marc Kaboré qu'il va lui arriver quelque chose parce que les patriotes burkinabés nous écrivaient. Donc, qui a intérêt à ce que des enquêtes n'aboutissent pas? Parce que quand les enquêtes vont donner leur verdict,
Qu'est-ce qu'on fait de tous ces hommes politiques maliens mêlés à la crapulerie et au détournement de deniers publics? Ils concourent, en fin de transition, ils vont aux élections. Pour nous, ça sera la haute trahison. C'est-à-dire que tout homme politique malien qui aura été et qui sera impliqué par des enquêtes judiciaires, de fait, doit être écarté de la vie politique. On ne peut pas prendre les mêmes, on recommence, ou bien on... Donc vous voyez donc que même les sanctions de la CEDEAO, les sanctions de la CEDEAO sont d'étouffer l'affaire, d'intimider le Mali, de tout faire à ce que les responsables de la transition tremblent et se rendent à la CEDEAO. Et disent, bon, CEDEAO, on fait comment? Et la CEDEAO dit, bon, on accepte une transition de 16 et 18 mois, organiser les élections, pour que rapidement, c'est-à-dire on ne puisse pas voir clair, et qu'on puisse mettre rapidement en orbite un certain nombre d'acteurs. Vous avez vu un certain nombre de jeunes ministres qui passent constamment en interview sur France 24. Certains ont occupé le ministère de la Défense, d'autres ont occupé... Vous croyez que c'est un hasard? C'est-à-dire que Paris cherche un interlocuteur. Le président Banda le dit souvent, quand vous ne roulez plus pour Paris et que vous devenez même impopulaire, vous n'êtes plus rentable pour Paris, Paris vous liquide. C'est pour ça que nous expliquons que qui dit à M. Ouattara que lui, il sera soutenu jusqu'à la fin de son mandat. Qui vous donne l'assurance que M. Ouattara sera président de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2025? Qui vous en donne l'assurance? Donc, à cette histoire-là, c'est un problème d'intérêt. C'est la France qui se dit, je perds pas un pays comme le Mali. J'expliquais que c'est 1,2 million de kilomètres carrés, avec des richesses à n'en plus finir. C'est l'autre jour dans mes lectures que je me suis rendu compte que l'Afghanistan, c'est le pays qui renferme le plus de mines au monde. L'Afghanistan, je ne le savais pas. Je croyais que c'était un terrain désertique. Et c'est là où je veux comprendre pourquoi toutes les armées du monde vont soi-disant au nom d'une paix aller se battre en Afghanistan et continuer à entretenir des relations avec les mollahs et les talibans qui seraient d'affreux personnages. Donc voilà un peu, M. Ndom. Ce qu'on peut dire, c'est un acteur, nous disons à M. Diko de pas jouer ces petits jeux-là. C'est-à-dire, même un enfant de 2 ans d'écoute ça. Il veut être un homme politique malien, et bien qu'il nous ponde un projet pour le Mali. Donc, crois qu'il va nous intimider avec la soutane, les discours, un ayatollah, la croix de Allah. Je ne sais pas si c'est la croix, mais je ne sais pas. Non, il n'intimidera personne. D'accord.